À la une ce soir, triste anniversaire aujourd'hui pour les agriculteurs. Cela fait 1 an que l'ouragan Maria passait dans nos eaux, ravageant des exploitations de bananes. Certains producteurs peinent encore à se relever faute d'indemnisation. 3e jour de mobilisation des syndicats de la CTM. Le mouvement est soutenu par un nouveau syndicat enseignant et prend de l'ampleur. Les grévistes protestent contre la suppression de 40 contrats aidés et le refus de négocier du président de la CTM. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Sérigmia. Fred Selimène, Kinvil Ogossa et Eric Carpin ont été révoqués par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Kinvil Ogossa saisira le Conseil d'État. Enfin, journée nationale de la qualité de l'air. Madininer a organisé aujourd'hui une matinée d'information sur les bons gestes à tenir pour se protéger de la pollution. Une manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui au Robert. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Cela fait 1 an, jour pour jour, que l'ouragan Maria passait dans l'arc antillais, ravageant au passage de nombreuses exploitations de chez nous. Aujourd'hui encore, certains agriculteurs sont dans la tourmente. Ils peinent à se relever, toujours dans l'attente d'indemnisation. C'est le cas notamment de Georges Duclovel, exploitant agricole au Lorrain. Johan Boulard l'a rencontré, regardez. L'après Maria, il y a 1 an, beaucoup de bananeraies de Martinique ressemblaient à ça. À l'époque, Georges est de ceux qui subissent de plein fouet les effets de cette catastrophe naturelle. J'ai tout perdu. Ça a été très difficile pour moi, si bien que j'ai eu à faire appel au chômage partiel. J'étais à 20 tonnes par semaine. Si je mets la moyenne de ces 15 semaines, mettons 15 fois 15. Un manque à gagner de 225 tonnes. Il met alors certaines parcelles en jachère pour exploitation à N+1. Ce sera la galère, mais... Le statut de sinistré lui permettant en principe de percevoir des aides de l'État liées à la perte de récolte et à la perte de fonds. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu, je vous dis. Donc, alors que toutes les autres l'ont reçu. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour le replanter. Et je vous dis que c'est 15 000 € pour planter 1 hectare. Ce que vous êtes en train de regarder, de voir là, ça représente 4. Et derrière, il y en a un autre. 75 000 € dont l'homme ne dispose pas. Un problème qui en soulève un autre, car les planteurs indemnisés l'auraient été de manière arbitraire selon cet autre exploitant. Ce qui a été versé, pour nous, c'est du pipi de chat. Mais sous quelle base? Parce que vous savez, quand vous avez des tonnages, que vous avez un hectarage, il y a un coefficient. Vendredi 9h, ils se sont donné rendez-vous pour une mobilisation. Une opération Molokoï a priori entre le Lamentin et Fort-de-France. Objectif, demander des comptes à la DAF et à l'État. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Sérigmia. Les cas des 3 enseignants, Fred Selimène, Kinvil Ogossa et Eric Carpin, ont de nouveau été jugés par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leurs sanctions ont été alourdies puisqu'ils ont été révoqué. Kinvil Ogossa a réagi par communiqué en réaffirmant son innocence des accusations portées à son encontre. Il déclare regretter que pour obtenir son éviction, les juges du CNESER aient fait le choix de violer les principes de base du droit à un procès équitable. Il annonce qu'il saisira le Conseil d'État contre cette nouvelle décision. 3e jour de mobilisation des syndicats de la CTM, un mouvement qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Le SNES Martinique apporte désormais son soutien. Pour rappel, il s'agit d'une mobilisation contre la suppression de 40 contrats aidés. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. N'ayant pas eu d'échange, de rapprochement avec la CTM, nous allons effectivement poursuivre la mobilisation demain mercredi. Et effectivement, de nouveaux services de la CTM vont nous rejoindre dans ce conflit. Malheureusement, nos échanges avec la CTM sont les plus transparents. Il n'y en a aucun. Ni de contact par mail, ni de prise par téléphone, ni d'appel. On n'a aucune nouvelle du PCE ni de l'administration de la CTM. 40 personnes mises de côté, je ne pense pas qu'on ait un personnel aussi mauvais que ça à la CTM, qu'il faille écarter à ce point. Donc il va falloir de nouveau reconsidérer cette mise à l'écart et réellement rappeler en service des personnes qui n'ont rien à voir, rien à me remettre en cause dans leur conduite de travail.
Notez que le collège du Robert Paul Saint-Fort est toujours bloqué par la mobilisation des agents de la CTM. Ils annoncent que les activités d'intégration en voile traditionnelle à destination des élèves de 3e sont maintenues. Les élèves de 3e 3 sont attendus le 20 septembre de 7h30 à 12h30 et ceux de 3e 4 le 21 septembre de 7h30 à 12h30. Au chapitre politique, le PPM soutient les grévistes dans leur mobilisation contre la suppression des contrats aidés. Le secrétaire général du parti dénonce par communiqué la chasse à certains Martiniquais et Martiniquaises que la gouvernance de la CTM met en œuvre depuis décembre 2015. Justement, le secrétaire du PPM est notre invité ce soir. Johnny Ajar, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute la Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, première question, selon vous, la grève serait, on l'a dit, la conséquence d'une chasse à l'homme menée par les dirigeants de la CTM. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça déjà ? Bien, écoutez, ce qui se produit là, et d'abord il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de contrats aidés. Il s'agit d'une quarantaine de pères et de mères de famille, des contractuels ce sont des contractuels donc qui sont reconduits chaque année depuis plusieurs années, qui ont été recrutés dans les années 2013-2014 et qui brusquement se sont retrouvés à la rue, mis au chômage, sans savoir les raisons pour lesquelles ils ne sont plus recrutés. Et on est dans la logique aujourd'hui destructrice créée par la gouvernance de la CTM aujourd'hui et le président du conseil exécutif, puisqu'on a eu déjà au niveau de l'AFPA près de 126 personnes qui ont été mises au chômage également. Il y a des dizaines de salariés de la CTM qui n'ont pas été reconduits, voire des centaines, mais il y a aussi, plus dernièrement encore, la SODEM, pour lesquels les 26 salariés n'ont pas retrouvé de poste. Donc on est dans une situation où des Martiniquaises et des Martiniquais, pour des raisons obscures aujourd'hui, qui ont envie de travailler, à qui on ne peut rien reprocher, donc qui méritent de poursuivre leur activité. D'ailleurs, Serge Letchimy, quand il était président de la région en 2010, quand il est arrivé, il y avait 120 contractuels et il a mis un plan de titularisation en place. Il y en a eu 3 durant la mandature de Serge Letchimy, ex-président de région, où on a cherché à titulariser les Martiniquaises et les Martiniquais, puisque ce sont des postes permanents. Ce ne sont pas des postes contrats aidés, j'insiste. C'est vraiment différent des contrats aidés. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve la Martinique est une situation catastrophique. La Martinique est en train de crouler, absence d'investissement, crise économique et sociale. Et aujourd'hui, il n'est pas normal qu'alors qu'il y a de l'activité au niveau des collèges et des établissements scolaires et que ces personnes-là n'aient pas démérité, qu'elles se retrouvent seules. Je tiens à préciser néanmoins que nous sommes pour le soutien de ces pères et des mères de famille. Par contre, le Parti progressiste ne partage pas le blocage, c'est-à-dire les modalités d'expression du soutien à la défense, c'est-à-dire le blocage des établissements, parce que nous ne sommes pas favorables au fait d'empêcher nos scolaires, nos enfants, à ne pas avoir cours. Par contre, effectivement, il faut soutenir, il faut être la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, comme le dit Césaire. Césaire dit également que tous les hommes ont le même droit, mais que certains ont plus de devoirs que d'autres. Donc nous devons nous exprimer pour que la Martinique ne se retrouve pas affaissée et soumise à un individu et à un groupe. Alors justement, on va donner la parole à quelques personnes qui ont réagi depuis la semaine dernière. Il y a eu quelques témoignages lors des différents reportages qui ont été diffusés sur notre antenne à ce sujet. On regarde les réactions et vous réagirez juste après. J'ai 3 enfants, il y en a un qui est encore à ma charge et mon mari est décédé l'année dernière. Voilà, donc je suis... voilà, c'est pas facile. On va travailler en fait la boule au ventre. Demain, ça peut être nous, parce que ça s'est passé avec des collègues qui avaient la même ancienneté que nous, sinon plus. On va fermer les yeux. Les gens qui sont recrutés, ce sont des gens qui font membre du parti politique. Quand on voit le personnel qui est recruté, sincèrement, ce sont des gens de Rivière-Pilote. On s'est vu remplacer sans raison valable. Ils ont envoyé d'autres personnes à notre poste. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas. On se dit que si vraiment on ne pouvait pas nous reprendre pour une histoire de budget, donc il n'y a pas de problème. Mais là, on apprend qu'on a été remplacé. Donc il y a bien le budget pour payer les contractuels. Nous sommes persuadés que les dossiers des agents n'ont pas été ouverts et que ces non-reconductions de contrats sont injustes. Ils avaient tous eu des avis favorables des chefs d'établissement. Seul le PCE peut embaucher et débaucher. Seulement, selon nos informations, c'est une autre structure, on va dire non administrative, que nous avons, nous, dans nos écrits qualifiés de cabinet noir, qui a pris ces décisions. On a parlé de ces difficultés-là à la CTM, même en comité technique, dans des instances paritaires, et on n'a aucune réponse.
Alors, est-ce que ce qui est dénoncé est propre à la majorité actuelle? Est-ce que ce n'est pas une pratique plutôt courante que les partis de la majorité préfèrent arrêter le contrat de ceux qui pourraient appartenir à l'opposition, par exemple? Si c'est le cas pour Synthèse, ce n'est pas le cas pour les progressistes et le Parti progressiste que nous sommes. Quand Serge Letchimy était maire de Fort-de-France, il n'a jamais licencié une personne. Il y a eu des recrutements, certes, pour des raisons d'activité, de développement, de projets économiques, de politique publique, mais il y a toujours eu des recrutements, jamais de mise au chômage. Et comme je vous l'ai dit, en 2010, quand il arrive, ce sont des gens qui ont été recrutés sous Marie-Jeanne. Il les a titularisés. Donc aujourd'hui, on est des patriotes, on est pour le fait que des Martiniquaises et des Martiniquais restent au pays et qu'ils puissent trouver du travail. Le fait que les postes soient permanents signifie qu'il y a du travail et que les 27 personnes qui auraient pu être recrutées auraient dû être recrutées en plus parce qu'au niveau des établissements scolaires, il y a des besoins pour sécuriser, pour accompagner, pour la restauration scolaire et autres. Et ce que vous voyez là est très symptomatique. Il y a des visages cachés. La terreur s'est installée aujourd'hui en Martinique. Je suis désolé, la dictature s'est installée. Le Parti progressiste martiniquais s'élève et nous devons pouvoir aujourd'hui défendre les Martiniquaises et les Martiniquais les plus fragiles, les mères de famille qui n'ont rien à voir, simplement s'ils se retrouvent. Ce serait une pratique que du mime d'Alfred Marie-Jeanne? Écoutez, c'est une pratique connue aujourd'hui de ceux qui sont en poste. La réalité est là. Je ne vais accuser personne d'autre. Ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir, qui ont les moyens financiers, aujourd'hui, dirigent. Maintenant, le fait de diriger ne signifie pas que l'on doit, même si vous voulez recruter des personnes, ne signifie pas que vous devez en mettre à la rue, surtout des personnes fragiles, des personnes qui n'ont pas démérité, des personnes qui sont sous des emplois permanents. Je rappelle, ce sont des contractuels et donc ils sont renouvelés chaque année régulièrement et brusquement là, aujourd'hui, ils se retrouvent sans rien. Donc j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les Martiniquais doivent se réveiller. Aujourd'hui, le Parti progressiste martiniquais va devenir le fer de lance pour lutter contre toutes ces injustices, cette cause juste et légitime de la défense des Martiniquais dans leur activité et dans le travail pour nos enfants. Alors, on parle d'une politique dictatoriale. Est-ce que le mot est juste ou trop fort selon vous? Mais écoutez, aujourd'hui, si c'est parce que c'est le Parti progressiste martiniquais qui le dit, c'est trop fort, alors qu'on l'entend un peu partout aujourd'hui, même dans les rangs des propres personnes qui ont soutenu aujourd'hui cette personne qui se trouve président du conseil exécutif. Aujourd'hui, il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. La réalité, c'est que quand il y a la terreur qui s'installe, c'est que les gens ne peuvent plus s'exprimer, qu'il n'y a pas de démocratie, qu'on ne peut plus même parler. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats, la première étape aujourd'hui de ce qu'ils demandent, c'est un interlocuteur. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'interlocuteur pour discuter, pour échanger. On peut être en désaccord, faire valoir nos différences, mais pour autant, on est des Martiniquais et des Martiniquais dans un petit territoire exigu et nous devons pouvoir parler ensemble. Donc, c'est un climat inédit selon vous ou pas? Comment? Est-ce que c'est un climat inédit? Mais aujourd'hui, ce climat se renforce. Oui, c'est un climat qui est inédit et qui se renforce. Mais pour nous, ce n'est pas nouveau puisque nous avons démontré que ce comportement populiste et ce comportement dictatorial existe depuis des années. Si certains le découvrent maintenant, c'est leur droit. Mais la réalité de ce que nous avons vécu en tant que membres de l'Assemblée, à la CTM, quand nous sommes arrivés à la collectivité territoriale de Martinique, lorsqu'il y a un faux déficit et qu'on ne veut pas intégrer l'excédent, lorsqu'il y a des mensonges, lorsqu'il y a des manipulations, lorsqu'il y a de la propagande populiste, effectivement, nous n'avons pas arrêté de le dénoncer pour que les Martiniquais puissent se réveiller et avoir une conscience par rapport à la situation qui se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'on détruit la richesse en Martinique? Le PIB, le produit intérieur brut, est négatif. Le chômage augmente. Donc la situation est grave. Le pays est en train de couler. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on devienne lucide et qu'on fasse preuve de discernement et qu'on puisse avancer. Donc c'est ensemble que le peuple pourra être soutenu et c'est devant le collectif, la personnalité collective que nous devons représenter pour défendre les gens les plus fragiles, les plus démunis qui ont besoin de ce petit salaire pour nourrir les enfants, éduquer toute une famille. Ce n'est pas une seule personne qui travaille qui fait que la famille se retrouve sans ressources. Il faut pouvoir aider la famille entière. Alors, autre dossier, vous avez sans doute observé les remous au sein du MIM. Le parti semble fragilisé. Est-ce que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Est-ce que vous pensez que ça peut vous profiter, par exemple, pour les prochaines élections? Très honnêtement, nous n'allons pas rentrer dans ce sujet-là. C'est un sujet interne au MIM. La seule chose que nous pouvons constater, c'est que cela concerne le chef du groupe de la majorité à l'Assemblée territoriale de Martinique et le président du conseil exécutif. Donc il y a un vrai risque de crise institutionnelle et c'est là notre inquiétude, c'est l'impact, les conséquences sur le quotidien des Martiniquaises et des Martiniquais pour que les dossiers de financement, de subvention, de développement, de projets ne soient pas bloqués. Aujourd'hui, il n'y a aucune initiative qui puisse être prise parce que de nombreuses personnes viennent nous voir et c'est là où on se sent véritablement les porte-paroles de ceux qui n'ont pas de bouche parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer par crainte de
représailles, c'est pour ça que je vous parle de dictature. Quand on arrive à ce système-là, eh bien, quand d'autres ont peur, il faut bien qu'il y en ait qui aient plus de devoirs que d'autres comme nous-mêmes, qui nous exprimions pour l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais qui se sentent injustement refoulés. Et nous devons aujourd'hui donner une espérance nouvelle pour que les Martiniquaises et les Martiniquais ne perdent pas espoir et que les choses changent dans les années à futur. Sachant que nous allons respecter les principes démocratiques et nous allons simplement utiliser ce que nous avons comme meilleure arme, c'est-à-dire la possibilité de nous exprimer, la liberté de penser. Et vous-même, au sein de votre propre parti, vous avez subi quelques remous avec le départ de certaines personnalités. Comment se porte le parti aujourd'hui? Le Parti progressiste martiniquais se porte très bien avec près de 2500 militants, beaucoup de jeunes, un renouvellement du comité national à près de 90%. Et aujourd'hui, il y a de vraies perspectives aujourd'hui parce que l'objectif n'est pas simplement de gagner des élections, c'est de définir un projet commun avec les Martiniquaises et les Martiniquais, de pouvoir préparer la relève pour que les jeunes puissent également... Vous êtes en campagne là déjà? Écoutez, la notion de campagne n'est pas importante pour nous. Nous sommes aux côtés des Martiniquaises et des Martiniquais aujourd'hui. La question n'est pas une question de gagner des élections, des postes. La question, c'est d'être aujourd'hui au quotidien. Bon, c'est un peu le but d'un parti quand même. Oui, non, mais attendez. Quand vous allez aux élections, il y a des périodes pour cela. Et quand vous allez aux élections, c'est pour défendre un projet et des idées et des valeurs. La dignité humaine, le respect aujourd'hui doivent prévaloir aujourd'hui dans le système dans lequel nous sommes face au populisme et à la dictature. Donc aujourd'hui, nous sommes aux côtés des Martiniquaises et des Martiniquais, des plus démunis, des plus fragiles, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont envie d'aider ce pays pour apporter leur contribution. Nous apportons la nôtre, nous travaillons de manière très correcte, de manière très sérieuse et le moment des élections viendra, on verra. Il est évident que le Parti progressiste martiniquais sera présent au niveau des élections pour faire valoir nos projets, nos idées et nos valeurs. Alors, pour finir rapidement sur une note positive, le TCSP circule depuis un mois déjà maintenant. Alors vous aviez regretté plusieurs fois la lenteur du démarrage. Est-ce que vous en êtes satisfait aujourd'hui? Mais écoutez, nous sommes très contents que le TCSP ou que les bus à haut niveau de service aient démarré. Parce que le TCSP, c'est le transport collectif. Transport en commun, c'est le système, c'est le réseau. Néanmoins, nous avons quand même des inquiétudes sur l'avenir parce que les taxicos ne sont pas connectés. Je dis à là où il va carré et puis Mao, qui m'a au café ou à pied. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Normalement, les bus à haut niveau de service ne doivent pas simplement desservir 14 km. Parce que là, nous avons un souci. C'est bien de desservir les 14 km et l'intérieur, on va dire, de Fort-de-France jusqu'au Lamentin. Mais si on ne peut pas connecter le sud, le nord Atlantique, le problème aujourd'hui est grave, notamment par rapport aux taxicos qui sont en concurrence face aux bus à haut niveau de service, puisqu'ils continuent à descendre directement à la pointe Simon au lieu d'être connectés. Et donc, on a un vrai problème derrière budgétaire parce que le coût de ce que ça va générer vis-à-vis des contribuables martiniquais va devenir très important et ça va devenir un dossier, un réseau qui va être difficile à être financé uniquement par de l'argent public. Donc nous avons des inquiétudes à venir importantes, mais il est important qu'il puisse démarrer pour faire en sorte qu'effectivement, eh bien déjà que l'argent des fonds européens ne soit pas remboursé à l'Union européenne. Très bien, affaire à suivre. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. De nouveau, dans le dossier du glissement de terrain de la RN9, une réunion d'information a été organisée cet après-midi à l'ancien hôtel du département. Élus, techniciens et administratifs pour trouver une solution rapide. Il a été annoncé, entre autres, la mise à disposition d'une déviation pour les véhicules légers en fin de semaine prochaine. Voyez les précisions recueillies par Régine Germani et José Le Chertier. C'est un glissement qui se fait à 15 mètres de profondeur. Le pied du glissement s'arrête au niveau de la voie basse, donc passe pas sous les bâtiments de la ZAC Rivière-Roche. Ça, c'est un élément nouveau. Donc les risques sont moindres, c'est bien ça? On est dans le scénario le moins défavorable, avec des risques effectivement qui sont moindres sur les bâtiments aval. L'action qui continue, c'est augmenter les capacités de drainage, c'est-à-dire réaliser des drains et multiplier le nombre de drains. 12 drains ont été réalisés. Ça permet d'évacuer et de traiter une partie des eaux. Le souhait, c'est de continuer à en réaliser. L'objectif est de suffisamment assainir le terrain pour se prémunir d'un déplacement important lors d'un événement pluvieux. Il y a ce projet de déviation, donc de voie provisoire pour véhicules légers, qui va flirter avec les limites du glissement. C'est pour ça qu'on veut le ralentir, ce glissement. C'est que plus on va être très très proche des limites de glissement, si le glissement continue à être actif, ça pourrait fragiliser cette voie. Alors la voie provisoire a commencé. J'espère qu'à la fin de la semaine prochaine, je pourrai l'ouvrir à la circulation. Mais en même temps, nous avons passé commande d'un dispositif, des portiques, pour limiter la dimension des véhicules qui pourront y accéder.
Donc strictement interdit aux poids lourds. Aidez-nous à faire bien comprendre à tous les chauffeurs de poids lourds que la déviation que nous mettons sur la RN9 ne leur est pas destinée, mais destinée aux véhicules légers et aux véhicules de secours et d'urgence. Nous constituons un dossier pour mettre en cause, c'est le dossier de mise en cause, mettre en cause tous les responsables possibles. Ça prendra beaucoup de temps, voire des années, mais il va falloir que les experts judiciaires et la justice déterminent est-ce que la cause est naturelle, ce que je ne crois pas. Si la cause n'est pas naturelle, elle est technique, donc il y a forcément un responsable. Qui est responsable? Et pour défendre les intérêts des contribuables, nous demanderons à la justice, le moment venu, de dire qui est responsable et nous allons nous retourner vers le responsable. Et j'espère pour ces responsables qu'ils ont une assurance solide. Informer sur les différents métiers porteurs, c'était le but de la 4e édition du Village Emploi Formation organisée aujourd'hui par la Mission Locale Nord. Une matinée d'information, mais aussi une possibilité pour les jeunes de découvrir le monde de l'entreprise et même de décrocher un emploi. Voyez ce reportage de Régine Germani et José Lecherti. Jérémy, 19 ans, originaire du Morne-Rouge, est déterminée à décrocher un emploi. Pour elle, c'est une aubaine ce matin d'être présente sur la place Bertin. En tant que femme, aujourd'hui, je vois que les femmes elles font tout maintenant, elles sont dans toutes sortes de métiers. Donc moi je fais du sport, je suis dans le foot, les gars font du foot. Donc maintenant tous les métiers sont mixtes. Donc il faut montrer que les femmes aussi sont présentes. Voilà. Bon, moi comme je suis du Nord, des fois il y a sur le centre et c'est pas trop cool de descendre sur le centre. Donc comme ils ont rapproché auprès de ma commune, c'est plus favorable pour les gens du Nord de venir sur Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est le stand de la gendarmerie qui retient l'attention de la jeune fille. L'uniforme séduit de plus en plus de jeunes. Depuis les attentats et tout, les jeunes ont tendance à plus revenir vers nous parce qu'ils ont envie de défendre leur pays, de protéger la population. Donc on va dire quand même qu'ils sont attirés, mais ils ont du mal quand même à venir. Elsa exerce cette fonction depuis 13 ans. Elle a appris à jongler avec sa vie de famille. C'est toute une organisation pour être femme gendarme, parce qu'il y a le métier et après le métier, il y a encore notre métier de mère au foyer, femme au foyer. Donc c'est toute une organisation qu'il faut prévoir, il faut toujours prévoir. Aucune discrimination, les femmes sont les bienvenues autant que les hommes. Cette compagnie d'assurance recherche, elle, des profils bien spécifiques. Les mandataires qui assureront la vente de leurs produits auprès des différents types de clientèle. Nous avons besoin de mandataires entreprises qui vont vers les chefs d'entreprise, donc c'est un peu plus spécifique, mais nous avons besoin également de tout ce qui est particulier. Donc ils font du porte-à-porte, du terrain et je pense que tout type de profil peut nous convenir. Après, c'est à nous de façonner de manière à ce que cette personne ait le profil adepte et puisse vendre de l'assurance. Depuis 16 ans, pour la Mission Locale du Nord, c'est un véritable challenge de réunir en un même lieu autant de recruteurs potentiels. Nous, il nous faut faire croire, nos jeunes, en tout cas leur faire comprendre que l'emploi, le chômage n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on s'est planté là et on se dit, on a non seulement les jeunes qui fréquentent régulièrement la mission locale, mais il y a ceux qui fréquentent ce lieu-là et d'autres lieux qui vont venir, qui vont entendre des messages, des chefs d'entreprise, qui vont entendre des messages de centres de formation, qui ont des choses à proposer, des choses concrètes à proposer. Et on espère que ça va vraiment créer une dynamique et que sur le Nord, on aura de moins en moins de jeunes dans l'errance ou des jeunes qui nous disent qu'ils n'ont pas trouvé ou qu'on n'a rien fait pour eux. Aujourd'hui, le village emploi a permis à près de 200 jeunes de rencontrer une trentaine d'employeurs. Le rendez-vous est déjà fixé en septembre prochain. Et pendant ce temps, les étudiants étrangers ont pu quant à eux faire leur rentrée aujourd'hui au campus de Schellcher. Ils étaient 70 en provenance des îles de la Caraïbe et de l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus. Une cérémonie de rentrée a été organisée pour l'occasion afin de leur permettre d'échanger autour de l'internationalisation des formations. Vous voyez les réactions recueillies par Johan Boulard. Je suis venu ici pour le créole en fait, pour le créole français, parce que je fais mon papier final en faisant une comparaison entre le français et le créole parlé. La Martinique, c'est bon pour moi, car il est une autre culture ici, et le français, et alors c'est parfait pour moi. C'est situé directement à la mer, alors c'est juste parfait. Et je veux comprendre mieux la culture et toutes les choses avec des créoles et tout.
Oui, toute cette identité. C'est extrêmement important de se fronter aux autres, de voir comment les autres dansent, chantent, parlent, réfléchissent, d'élargir les perspectives de nos étudiants de toute façon, leur montrer que l'insularité n'est pas une lacune ni un problème, au contraire que le fait d'être sur une île, ça appelle d'autres mondes tout simplement et que bon voilà, ils peuvent se déplacer, la mobilité existe à l'Université des Antilles. Aujourd'hui, 18 septembre, journée nationale de la qualité de l'air. Une occasion pour Madininaire de faire le point sur toutes les idées reçues qui peuvent circuler au sein de la population quant à la pollution à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'une maison. Une action menée dans le bourg du Robert, commune très impactée par les émanations des sargasses. Alors, quels sont les bons gestes à avoir pour se protéger au maximum de la pollution? Voyez ces éléments de réponse avec Céline Chalonneau. Marie est inquiète, habitante de Pointe-Savane, elle s'interroge sur les conséquences des sargasses à proximité de chez elle. Sur le stand de Madininaire, elle apprend à adopter les bons réflexes. Ce que je faisais, c'est que je fermais partout. Et là, elle m'a dit qu'il ne faudrait pas fermer. Il faut laisser ouvert le matin très tôt, on laisse ouvert, mais qu'il ne faudrait pas fermer parce qu'il faut que l'air circule et tout. Mais sinon, il n'y a pas tellement de solutions. Ici, au Robert, quand on parle de qualité de l'air, la question des émanations provoquées par les algues brunes revient constamment. C'est vrai que c'est une problématique forte localement. Donc en effet, des échanges sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison, est-ce qu'il faut aérer, il faut se confiner, etc. Et souvent, les gens, ils se confinent alors qu'au contraire, il faut bien aérer la maison pour que l'air circule et que l'hydrogène sulfuré émis par les algues sargasses circule et puisse ne pas se confiner et s'accumuler dans la maison. Les automobilistes sont à l'abri de la pollution dans leur voiture, fenêtres fermées. Faux. L'habitacle d'une voiture est l'un des lieux les plus pollués. Alors, mieux vaut circuler vitre baissée. Mettre un peu d'air dans les idées reçues comme celle-là, c'est justement l'objectif de cette campagne de sensibilisation menée par Madininaire. Faire le point de façon ludique sur certaines mauvaises habitudes qui peuvent fragiliser la santé. Le fait de ne pas trop utiliser l'eau de Javel, ça m'a un petit peu... surtout à l'intérieur. Elle me demande, elle demande de ne pas trop utiliser l'eau de Javel et qu'on pouvait remplacer par d'autres produits. Car la pollution n'est pas qu'extérieure, dans les maisons aussi, il faut faire attention aux produits, mais aussi par exemple aux plantes. On nous a demandé beaucoup par rapport à la plante dépolluante, puisqu'on en a mis une en visibilité pour démontrer. Alors, à la fois, oui, elle va dépolluer sur certaines polluants comme par exemple le formaldéhyde, le benzène, donc c'est ce qu'on retrouve dans les produits ménagers. Mais à la fois, il va y avoir des contreparties qui vont être nocives pour notre santé. Donc par exemple, il y en a qui vont donner des allergies, il y en a qui vont avoir besoin beaucoup d'eau, et donc l'humidité, qui dit humidité dit moisissure. Donc ça va aussi avoir un impact sur notre santé et également ça va attirer des parasites. Et donc lorsque ça attire les parasites, on va les traiter. Et le traitement des plantes va aussi être nocif par les produits qu'on utilise. La caravane poursuit son chemin. Rendez-vous ce jeudi à Trinité devant la médiathèque. Nous terminons avec cette bonne nouvelle pour une mère de famille du Robert, justement. Elle est la première gagnante de l'île à avoir décroché la cagnotte de loto Mission Patrimoine. 1,5 million d'euros. De quoi gâter ces enfants qui, on l'imagine déjà, passeront de bonnes fêtes de fin d'année. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez qu'une collecte de l'EFS sera organisée demain de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Triste anniversaire aujourd'hui pour les agriculteurs. Cela fait 1 an que l'ouragan Maria passait dans nos eaux, ravageant des exploitations de bananes. Certains producteurs peinent encore à se relever faute d'indemnisation.
Troisième jour de mobilisation des syndicats de la CTM. Le mouvement est soutenu par un nouveau syndicat enseignant et prend de l'ampleur. Les grévistes protestent contre la suppression de 40 contrats aidés et le refus de négocier du président de la CTM. Nouveau rebondissement dans l'affaire du Sérigmia. Fred Selimène, Kinvi Logosa et Eric Carpin ont été révoqués par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Kevin Logosa saisira le Conseil d'État. Enfin, journée nationale de la qualité de l'air. Madininer a organisé aujourd'hui une matinée d'information sur les bons gestes à tenir pour se protéger de la pollution. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 19h55 du tirage de l'euro-million. Et enfin à 20h, 2 épisodes de la série Quantico. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.